Bienvenue sur ma chaîne podcast. Je suis Nelly, photographe professionnelle dans l'Ain. Je fais des photos pour les professionnels et pour les particuliers et j'utilise également la photo comme vertu thérapeutique. Dans ce nouvel épisode, j'ai décidé de faire intervenir une invitée qui va évoquer avec moi le sujet de l'endométriose. Avant même de parler et d'aller au fond du sujet, je vais vous donner quelques chiffres parce que des fois c'est plus parlant que des commentaires et du moins toutes des thématiques, du moins la théorie que je vais vous évoquer tout le long de ce podcast parce que vous verrez c'est assez technique, il y a beaucoup de jargon médical donc il ne faudra pas s'inquiéter. Vous trouverez une sorte de lexique en bas de ce podcast donc vous inquiétez pas pour ça. Donc en quelques chiffres, l'endométriose, c'est 10% de femmes atteintes d'endométriose, soit une femme sur 10. Il y a 7 ans en moyenne pour diagnostiquer la maladie, 70% qui souffrent de douleurs chroniques invalidantes, 40% qui rencontrent des problèmes d'infertilité et à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement spécifique à l'endométriose. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses associations qui luttent contre l'endométriose et elles sont là pour soutenir, informer et agir. Donc vous verrez, ça concerne du coup beaucoup de femmes. Et la plupart de ces femmes qui sont atteintes d'endométriose, elles reconnaissent un impact négatif de cette maladie intime sur leur quotidien professionnel. Donc j'ai relevé une enquête de Endovie qui a été menée en 2020 par Ipsos et Endo France. Il faut savoir qu'il y a 53% des femmes atteintes d'endométriose qui notent une diminution de leur capacité au travail et un pouvoir de concentration à la baisse de 60%, notamment pendant les crises. Il s'ajoute à cela un niveau de stress plus élevé que la moyenne, soit 58%, des capacités physiques et intellectuelles réduites pour travailler, 62%, ou encore une démotivation, 56%. Par ailleurs, il faut savoir que l'endométriose, se lever le matin, est parfois presque impossible pour 62% des malades. L'absentéisme récurrent, du fait des douleurs et des rendez-vous médicaux, est une autre conséquence handicapante de la maladie. Là, je vous ai donné quelques chiffres pour vraiment vous montrer un peu cet impact que cette pathologie peut avoir. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet en justement posant la question « Qu'est-ce que l'endométriose ?» Alors, vous rassurez-vous sur les termes techniques, mon invité qui est présente avec moi aujourd'hui va pouvoir synthétiser un petit peu et surtout vous raconter son vécu, parce que c'est surtout pour ça qu'elle va échanger avec moi. Donc, l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire complexe qui peut récidiver dans certains cas et générer des douleurs chroniques et invalidantes. Elle touche au moins une personne sur 10. Elle se caractérise la plupart du temps par des douleurs très intenses lors des périodes menstruelles et peut-être parfois cause d'infertilité. Malgré un très grand nombre de cas, cette maladie est encore trop peu connue, comme je vous l'avais dit en amont. Même vous qui m'écoutez, peut-être que vous ne connaissez pas cette maladie. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu cet épisode aussi qui est là. Pourquoi elle est peu connue ? Parce qu'elle est très difficile non seulement à détecter et en plus à vivre au quotidien. Et elle a été diagnostiquée très tardivement. Là, on dit souvent en moyenne que c'est 7 ans. Donc, comment ça consiste ? En fait, lors de la menstruation, sous l'effet des contractions utérines, une partie du sang est régurgitée dans les trompes pour arriver dans la cavité abdominopelvienne. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser le schéma. Voilà. De toute façon, je mettrai un petit dessin s'il faut. Ce sang, en fait, contient des cellules endométriales. C'est des fragments de muqueuses, en fait, utérines, qui, au lieu d'être détruits par le système immunitaire, vont s'implanter, puis, sous l'effet des stimulations hormonales ultérieures, proliférer sur les organes de voisinage, tels que le péritoine, l'ovaire, les trompes, l'intestin, la vessie, l'urétère et le diaphragme et bien d'autres organes. Je vais demander à mon invité qui est avec moi aujourd'hui, est-ce que tu pourrais expliquer avec un jargon un peu plus proche, en quoi ça consiste l'endométriose et est-ce que ça touche seulement que les femmes ? Alors oui, ça touche uniquement les femmes puisque c'est une maladie hormonale donc de la femme. Donc ça ne peut pas être chez l'homme. Et effectivement, comme on le dit, c'est des cellules qui ne s'éliminent pas en fait tout seules. Et donc elles migrent. Donc elles migrent en général que vers la partie utérine, mais elles peuvent migrer ailleurs également.
Donc en fait, moi je les caractérise comme des adhérences. En fait, ça fait comme des petits amas en fait de cellules qui se mettent à des endroits où il ne faudrait pas. D'accord. Et ça peut toucher des femmes à partir de quel âge? Ah, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas du tout d'âge. C'est à partir du moment où on est réglé, on peut être amené à en avoir. D'accord. Donc, voilà, ça montre bien du coup la complexité de cette maladie parce qu'il n'y a rien qui caractérise. On peut l'avoir à n'importe quel âge, n'importe qui peut l'avoir. Oui. Donc, effectivement, c'est typiquement féminin. Et je vais voir justement quels sont les symptômes parce que là, on a vu un peu cette description sur l'endométriose. Donc les symptômes, en fait, je vais vous dire un peu du générique, c'est qu'en fait, ils peuvent être multiples et liés à la localisation de la maladie chronique ou périodique ou totalement absente dans les formes asymptomatiques. Et leur intensité n'est pas révélatrice de la gravité des lésions. Ça, c'est quelque chose qu'on insiste beaucoup. C'est pas qu'on a une gravité très forte que forcément l'intensité sera idem. Ça peut être des fois égal comme ça peut être inversé en fonction du stade de la personne. Donc le symptôme le plus courant de l'endométriose est retrouvé en tout cas chez 50 à 91% des femmes selon les études qui ont été menées. C'est notamment la douleur. Je crois que c'est la première cause de beaucoup de femmes. Les règles douloureuses qu'on appelle dysménorrhées. Les douleurs pendant les rapports sexuels qu'on appelle les dyspareunies. Les douleurs pelviennes fréquentes, la défécation douloureuse, les difficultés pour uriner qu'on appelle la dysurie, abdominale et ombilicale aussi, les douleurs pelviennes pouvant irradier jusque dans la jambe, on appelle ça des cruralgies, et bien d'autres douleurs qui ne sont pas mentionnées dans toutes les études que j'ai pu regarder. Il en existe bien d'autres. Il faut savoir que cette douleur n'est généralement pas une dysménorrhée, c'est un peu technique les termes, mais bon voilà, c'est de la dysménorrhée primaire qui passe avec du paracétamol. En gros, c'est des gens qui des fois ont des douleurs, ils prennent du paracétamol et des fois ça peut soulager. Voilà, il s'agit dans la majorité des cas, d'une douleur invalidante entraînant une incapacité totale ou partielle pendant quelques jours, voire pour les cas les plus sévères, permanente et nécessitant le recours à des antalgiques puissants, même morphiniques. Voilà, on peut savoir que les cachets, ça peut aller du simple paracétamol à de la morphine. Voilà. La douleur gynécologique est le symptôme le plus explicite de l'endométriose. Pour certaines, ce sera l'incapacité de mener une vie normale, d'autres de faire un effort physique et d'autres encore, cela provoquera des pertes de connaissance et des vomissements. Tout ça, c'est pour vous montrer que les symptômes, voilà, il y en a différentes sortes. Le symptôme se régule de manière différente et agit différemment en fonction des personnalités et de comment la maladie agit sur nous. Et pour ça, justement, vu que j'ai mon invité avec moi, je vais lui demander quels ont été tes symptômes. Alors, moi pour ma part, donc ça a commencé par des douleurs, effectivement, lors de mes règles. Donc au début, je pensais que c'était normal, puisque on nous a toujours dit que les règles, ça fait mal. Donc pour moi, c'était normal, mais après, j'ai commencé à avoir des douleurs en dehors de mes règles. Donc du coup, c'était des douleurs qui, comme les règles, ça allait par contre jusqu'en bas du dos. Puis après, ça s'est empiré, ça allait jusqu'à la jambe, donc ça m'irradiait la jambe. Mais j'avais aussi d'autres types de douleurs. Par moments, j'avais mal jusque sous les côtes. C'était vraiment très aléatoire, en fait. J'avais vraiment des douleurs très aléatoires. J'avais aussi beaucoup de mal. Je ne pouvais plus aller aux toilettes quand j'avais mes règles. Parce que du coup, j'avais tellement mal que je ne pouvais pas y aller. Donc pendant 4-5 jours, je n'y allais plus. J'ai eu aussi des douleurs tellement fortes que je pouvais plus aller travailler. Enfin, j'ai eu des moments d'absence au travail parce que j'arrivais pas à me lever. Je pouvais rien faire. J'avais trop mal. J'ai eu aussi pendant les rapports. Alors en fait, j'avais pas vraiment mal pendant le rapport, mais c'était surtout après le rapport. Donc après le rapport, des fois pendant une semaine, j'avais des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. J'ai eu aussi des douleurs. Après, oui, c'était vraiment quand même localisé en bas du ventre. Hein. C'est vraiment là où ça fait le plus mal. Et voilà, ça m'handicapait dans ma vie de tous les jours, en tout cas. Je pouvais plus passer la serpillière parce que je savais que pendant 3 jours, j'allais avoir mal. Donc, c'est très handicapant comme douleur. Et c'est souvent situé en bas ou pas? En bas du ventre, les douleurs? Oui, c'est souvent en bas du ventre, mais comme je disais, ça peut irradier partout, en fait. Hein, au niveau des jambes, au niveau du dos, au niveau sous les côtes.
Mais la douleur part toujours de là. D'accord. Mais les toutes premières douleurs, elles sont venues... Enfin, c'est venu où? Les toutes premières? Est-ce que En tu bas te du souviens? ventre. En bas du ventre, ouais. D'accord. Donc, c'est forcément le premier, Oui. la première douleur. Oui. Et après, ça peut varier en fonction des personnes. Toi, ça a été un peu de partout après. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Donc, ouais, ça, c'est un petit peu... ça montre bien encore que cette maladie, du coup, se balade bien, mais qu'elle elle commence bien par le bas du ventre, oui. au départ. Oui. D'accord, d'accord. Là, justement, pour résumer par rapport aux symptômes, parce que vous voyez, il y en a plusieurs sortes, on réagit différemment. Là, j'ai fait une petite liste. Donc, il y a notamment les règles douloureuses et saignements. Toi, est-ce que ça a été le cas, les règles douloureuses? Oui, très. Beaucoup, ok. Les troubles urinaires? Non. Ok. Il y a les troubles digestifs? Oui. Ok. La fatigue chronique? Oui. Les douleurs pelviennes et lombaires? Oui. Là, il parle de l'infertilité. Non. Voilà. Ça, on en reviendra un peu plus tard. Tu as parlé aussi de la dyspareunie, qui est la douleur ressentie lors des rapports sexuels. Oui. Aussi. Ça, si on parle des douleurs des rapports sexuels, pourquoi je vais m'attarder un peu sur ça? C'est parce qu'en fait, ça peut poser problème dans les couples, des fois, d'avoir une maladie comme ça. Est-ce que toi, du coup, quand tu as eu tes douleurs liées au bas du ventre, est-ce que automatiquement, donc qui dit règles douloureuses, fatigue chronique, est-ce que tu as eu forcément tout de suite les douleurs ressenties lors des rapports sexuels ou c'est venu après? Non, c'est venu après. Ok. Donc ça a été les douleurs ont été assez chroniques, si on peut dire. Elles sont venues petit à petit. Ouais, petit à petit. C'est pas tout d'un coup. Non. D'accord. C'est petit à petit, oui. Et plus intense au fur et à mesure. D'accord. Donc voilà, c'est bien de le savoir parce que vous voyez, l'endométriose, comme quoi, ça peut être très handicapant. C'est ce qu'on disait. Ça peut être handicapant, invalidant. Ça peut aussi changer le mode de vie, la vie au quotidien, la vie en couple, la vie au boulot. Voilà, ça change pas mal de choses par rapport à ça. Donc voilà, si vous avez un de ces symptômes, n'hésitez pas à consulter parce que nous, bien sûr, on est là pour vous informer et faire part d'un témoignage. On vous dit les choses génériques et ce qui existe. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels par rapport à ça. On en parlera un peu plus tard sur le diagnostic. Par rapport à, justement, on ne dit pas une endométriose, mais on dit des endométrioses, ce qui paraît d'un jargon purement médical. Parce qu'il existe apparemment plusieurs types d'endométriose. Donc aujourd'hui, en fait, ils disent qu'on ne classifie plus les endométrioses en stade 1, 2, 3 ou 4. On parle désormais de 3 types d'endométriose. Donc tout ça, c'est issu, en fait, je n'invente rien, c'est issu des recommandations pour la pratique clinique de l'endométriose qui sont publiées par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France depuis 2018. Donc ça existe depuis longtemps. Ils ont classé ça en trois types. On a ce qu'on appelle l'endométriose superficielle ou péritonéale, qui désigne la présence d'implants d'endomètre ectopiques localisés à la surface du péritoine. Est-ce que tu as été dans cette première phase? Alors oui, sûrement, mais du coup, vu que j'ai pas été diagnostiquée tout de suite, on m'a pas posé ce diagnostic tout de suite, donc du coup, je peux pas savoir si j'ai été vraiment dans cette phase-là, mais je suppose que oui. D'accord. Oui, parce qu'après, il faut savoir qu'on parle bien d'endométriose superficielle. Donc, il faut savoir que c'est vraiment ce qu'on appellerait le départ. Voilà, c'est ça exactement. Avant, on aurait dit un stade 1. Là, on appelle ça premier type d'endométriose. Le deuxième type, parce que forcément, j'y vais progressivement. Vous avez bien compris, plus j'avance, plus l'endométriose est plus importante. On a l'endométriose ovarienne. Donc, ovarienne, les ovaires. Et ben là, justement, l'endométriose ovarien est un kyste de l'ovaire caractérisé par son contenu liquidien couleur chocolat. Est-ce que, je vais demander à mon invitée si elle peut expliquer la différence entre les kystes dits normaux et les kystes ovariens? Alors oui, en effet, donc les kystes dits normaux, en fait, c'est de la graisse, c'est des kystes graisseux, donc qui peuvent effectivement avoir des douleurs également, mais ils sont pas graves en règle générale. Les kystes liquidiens, comme ils les appellent, alors nous, on m'a dit que c'était des kystes hémorragiques. Et donc, c'est des kystes qui sont effectivement remplis de sang, et d'où la couleur marron puisqu'ils coagulent à l'intérieur. Du coup, ça, c'est vraiment le signe clinique qu'on peut avoir de l'endométriose. Mais attention, ça peut aussi venir juste hormonal. Avec une pilule, on peut avoir des kystes hémorragiques. Et il faut savoir que ces kystes-là peuvent aussi éclater.
Donc c'est des douleurs qui sont très violentes. D'un coup, c'est très très violent. Et moi, c'est ce que j'ai eu, du coup. D'accord, ok. Donc tu as eu le kyste hémorragique, d'accord. Mais tu expliques bien que le kyste de l'ovaire normal peut aussi créer des douleurs à peu près similaires, mais seulement ils sont pas formés de la même façon. Non. Voilà, leur contenant est différent. Bon, après, je pense pas que tu aies une grosse connaissance sur les kystes, mais est-ce que c'est des choses qui reviennent assez souvent? Ça peut. Ouais. Oui, mais il y en a qu'on peut même laisser. Quand c'est des kystes normaux, on peut les laisser s'ils n'ont pas d'incidence sur l'ovaire. Et les kystes hémorragiques, par contre, oui, peuvent revenir régulièrement. D'accord, ok. Parce que c'est lié aux hormones, quoi. Oui. Ok, tout simplement. D'accord. Et puis là, justement, on parlait de la deuxième phase. Là, on va parler de la troisième phase, qui est l'endométriose pelvienne profonde ou sous-péritonéale. Donc, elle correspond en fait aux lésions qui s'infiltrent en profondeur à plus de 5 mm sous la surface du péritoine. L'endométriose profonde peut toucher typiquement les ligaments utérosacrés, donc c'est 50% des cas. Le cul-de-sac vaginal postérieur qui touche 15%, l'intestin 20-25%, représenté majoritairement par la face antérieure du rectum et la jonction recto-sigmoïdienne, la vessie 10%, les uretères 3% et au-delà de la cavité pelvienne, le sigmoïde, le côlon droit, l'appendice et l'iléon thermal pour les localisations les plus fréquentes. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de cette troisième phase? Parce que je pense que tu seras plus à même de témoigner par rapport à ça sur cette typologie, enfin ce type d'endométriose. Alors oui, je peux en parler puisque du coup, je suis dans cette phase-là. Donc ce qui veut dire que j'en ai à 7 endroits différents de mon ventre et de mon bas-ventre. Donc effectivement, j'en ai au niveau donc c'est au niveau du rectum, entre le rectum en fait et le vagin, au niveau de la vessie également, au niveau des ovaires, au niveau du ligament. Donc le ligament, c'est celui qui retient en fait tout l'organe génital féminin. Donc c'est cette phase-là en fait où on appelle que c'est profond puisque ça ne se contente pas de rester au niveau de l'utérus comme la plupart des femmes qui souffrent de l'endométriose, c'est vraiment localisé au niveau de l'utérus, d'où le fait qu'on peut être infertile du coup. Et moi non, donc je suis vraiment dans ce cas-là et donc c'est l'endométriose étalée partout. En gros c'est à peu près ça. Elle s'est propagée. Elle ne s'est pas contentée de rester à un endroit. Ouais, elle a été un petit peu de partout en fait. Voilà, elle a été un petit peu de partout. D'accord. Ouais, donc là, c'est la typologie la plus importante en fait, parce que c'est la plus sévère. Donc effectivement, ça montre bien que l'endométriose, elle reste pas cantonnée à un endroit. Non. Et ça, c'est bien de le savoir aussi, parce que du coup, on peut souffrir à 12 endroits pensant que c'est autre chose, alors qu'en fait, c'est peut-être l'endométriose. Oui. Voilà, ça peut être une question à se poser, mais effectivement, on va parler des diagnostics bien après, mais c'est pas évident de savoir tout ça. Après, par rapport à l'endométriose, on a une petite note par rapport à ça, c'est qu'en fait, il faut rappeler qu'il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de la douleur ou le type d'endométriose et qu'une endométriose superficielle peut être très douloureuse en raison de la présence de nombreux nerfs. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui est dit? Oui, tout à fait, oui. Ouais, d'accord. Non, mais vous voyez comme quoi l'endométriose, c'est un calvaire, je dirais, je pense. C'est pour les femmes qui le vivent et celles qui peut-être ont des douleurs mais qui ne savent pas qu'elles vivent ça, ça sera peut-être l'occasion de se pencher sur cette thématique. Donc on va passer justement au diagnostic. Et voilà, parce qu'on a vu quand même qu'est-ce qu'était l'endométriose, quels sont les symptômes, quels sont les 3 types d'endométriose qu'on peut trouver. Et maintenant, comment on peut être diagnostiqué? Alors, il faut bien le rappeler qu'aujourd'hui, l'endométriose est diagnostiquée souvent par hasard, avec un retard, je le rappelle, moyen de 7 années. Durant lesquelles la maladie a eu le temps, bien sûr, de causer des dommages notables à différents organes, parce que celle-ci ne s'arrête pas, malheureusement. Les médecins spécialistes de l'endométriose s'accordent à dire que la maladie toucherait une femme sur 10, donc ils réinsistent sur ça. C'est vrai que c'est pas une majorité de femmes, mais une femme sur 10, ça peut faire beaucoup quand même.
Donc ce chiffre concerne les femmes pour qui le diagnostic a été posé, bien évidemment, parce qu'il est donc probable que l'endométriose touche plus de femmes encore. Parce que voilà, comme je vous disais, on vous camoufle avec des paracétamol en vous disant c'est juste vos règles, vous inquiétez pas. Voilà. Donc il y a peut-être d'autres femmes qui souffrent de ça, mais comme on dit, c'est assez complexe, la maladie revêt de différentes formes. Donc voilà, on ne sait pas trop, même les spécialistes ne savent pas trop par où commencer. Il faut savoir, pour information, qu'il existe des examens. Donc les premiers qu'on va vous parler tout de suite, parce que le deuxième se fait plus s'ils ont la certitude que c'est bien ça. Mais dans le premier temps, on a tout ce qui est examen radiologique. Donc qu'est-ce que c'est ? Vous avez déjà dû passer sans doute des échographies ou échographies pelviennes. Donc l'échographie classique, tout le monde connaît. C'est des techniques qui sont faites par l'ultrason. Et on a l'échographie pelvienne qui est un peu plus ciblée. On a en deuxième examen qui est possible l'IRM. Donc vous savez, c'est de la technique d'imagerie par résonance magnétique. Donc c'est un peu plus poussé, on voit d'autres choses. On a l'hystérographie ou l'hystérosalpingographie. Donc ça, c'est une technique par rayon X. Donc là, on commence à toucher... c'est un examen qui est un petit peu plus délicat, on va dire, qui est moins agréable que les deux premiers, même si l'IRM, les gens n'aiment pas trop. L'échographie et l'IRM, à côté, c'est des examens un petit peu plus, on va dire, de départ. On va dire ça pour vraiment voir les choses. Et après, on commence à aller un peu plus en profondeur pour voir plus de choses. On a après l'échographie endorectale. Donc là, en fait, c'est de l'échographie pelvienne qui, à l'aide d'une sonde fine, va être introduite dans le rectum pour voir un peu plus en profondeur, comme on dit. Et enfin, on a le coloscanner à l'air, la coloscopie virtuelle et l'uroscanner. Alors, ce sont des examens par tomographie computérisée qui réalisent une exploration fine de l'ensemble du rectum et du côlon, respectivement des uretères, dans le cas de certaines formes sévères d'endométriose profonde. Voilà. Il faut savoir qu'il existe du coup donc l'échographie et l'échographie pelvienne, l'IRM, l'hystérographie, l'échographie endorectale et le coloscanner à l'air ou la coloscopie virtuelle ou l'uroscanner. Voilà, ça c'est vraiment les examens radiologiques. On a après, en deuxième phase, et là, la plupart des chirurgiens interviennent vraiment s'il y a besoin, parce qu'ils ne vont pas intervenir sur vous et vous ouvrir comme ça, voilà. Ils vont faire ce qu'on appelle des examens chirurgicaux. Donc ça, c'est vraiment la deuxième phase. Et là, on en a deux. On a la colioscopie et la laparoscopie. Donc en fait, c'est tout simplement, ce qui définit ces mots, ce jargon un peu médical, c'est l'introduction d'une petite caméra via le nombril et de différents instruments via des incisions de 5 à 10 mm. Voilà, ils vont carrément passer une petite caméra et ils vont inciser pour passer à ces différents endroits pour voir vraiment ce qu'il y a dedans et où ça se situe. Et on a la deuxième phase qui est l'aparotomie ou l'aparatomie. C'est le même mot en fait, l'aparatomie. En fait, là, ils ouvrent carrément l'abdomen de manière horizontale ou verticale afin d'accéder à la cavité abdominale. Voilà. Donc, il faut savoir que les examens chirurgicaux, c'est pas le premier truc que vous allez faire, mais vous allez passer déjà par les examens radiologiques qui certains ne sont pas très, qui sont un peu pénibles, on va dire. Et je vais demander justement à mon invité, avant de parler de ces examens, comment tu as su que tu avais cette pathologie ? Depuis combien de temps tu vis avec et comment tu as pu être diagnostiquée ? Alors déjà, donc ça doit faire plusieurs années que je suis atteinte de l'endométriose sans le savoir. Donc je le sais que depuis environ 4 ans. Mais je pense que ça fait bien plus longtemps que ça que je l'ai. En termes d'examens, donc du coup les examens, j'ai dû passer beaucoup d'échographies. Donc échographie. Alors, j'ai pas eu que les échographies pelviennes, j'ai eu aussi les échographies vaginales. Donc, ils mettent une sonde au niveau du vagin. J'ai passé également 2 IRM qui n'étaient pas concluants. Enfin, pas concluants. Ils n'ont pas pu poser le diagnostic grâce à l'IRM. Il faut savoir que l'IRM, en fait, ne voit que les masses assez importantes. Donc, c'est-à-dire que l'endométriose, vu que ça peut rester petit,
vu que surtout dans mon cas, ça s'est mis un peu partout. Du coup, l'IRM n'a pas du tout détecté en fait mon endométriose. Elle l'a détecté à un endroit précis au niveau de mon ligament, mais il ne savait pas si c'était juste mon ligament qui était abîmé, parce que ça peut arriver, ou si c'était dû à l'endométriose qui était dessus. Du coup, suite à cette IRM où justement ils avaient un petit peu des doutes, donc j'ai refait des échographies, mais les échographies n'étaient pas concluantes non plus. Donc du coup, j'ai dû aller voir un professeur qui, lui, par contre, au toucher, a pu détecter que j'avais de l'endométriose, en tout cas au niveau du vagin. D'accord. Mais la première phase, ça a été... Est-ce que ça a été ta gynéco? Ah oui, pardon. Oui, alors en fait, les gynécos, alors je suis allée voir il y a à peu près 5 ans de ça, quand j'ai commencé à avoir des grosses douleurs. Donc je suis allée voir une gynéco qui ne m'a pas cru. Donc pour elle, mes douleurs étaient tout à fait normales. Donc j'ai dû changer à plusieurs reprises. J'ai dû faire à peu près 3 gynécologues avant de tomber sur une gynécologue qui m'a cru. Et qui, elle, m'a fait justement tous ces autres examens. Ok. Suite à ça, du coup, elle arrivait à un moment où elle pensait que j'en avais, mais elle n'est pas assez... experte. Voilà, elle n'est pas experte dans ce domaine, donc elle m'a envoyé voir du coup un professeur dans ce domaine-là, qui lui, du coup, a posé le diagnostic. En peu de temps, oui, parce qu'il était spécialisé. Oui. En une consultation, il a su que j'en avais, quoi. Ok. Et les spécialistes comme lui, là, le professeur, ils ont quel titre déjà? Ça s'appelle comment, les professeurs comme ça? Et où est-ce qu'on peut en trouver? Alors le titre exact, c'est professeur en chirurgie gynécologique. Et moi, je l'ai trouvé sur Lyon, donc à l'hôpital sud de Lyon. D'accord. Il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai dû aller sur Lyon. Et tu as eu un rendez-vous assez rapidement ou pas? Oui, en peut-être 2 mois. Ok. Ok. Ah, c'est plutôt bien. Vous voyez comme quoi, passer déjà par une gynécologue, bon, même si là, il y a eu de nombreuses gynécologues, elles sont pas toutes bien, mais c'est comme tout, hein, c'est comme les médecins, comme plein d'autres du corps médical. Voilà, on peut tomber sur des gens qui sont très très bons et d'autres qui passent un peu à côté. Mais vous voyez comme quoi, c'est parti d'un examen gynécologique qui a après abordé d'autres examens comme l'échographie, donc notamment l'échographie classique et la vaginale. Oui. Et puis après, par derrière, vu qu'il y avait plus ou moins une certitude, mais pas assez de regard d'expertise, un professeur qui peut vraiment certifier ça. Mais est-ce que tu as eu les autres examens radiologiques par rapport à ceux qui ont été cités? Non. Tu t'es vraiment arrêtée à tout ce qui est IRM, échographie et échographie vaginale? Oui, c'est ça. Ok. Et par rapport aux examens chirurgicaux, est-ce que tu en as eu? Et est-ce que les 2 qui ont été mentionnés, tu as eu ces examens-là? Du coup, pour moi, c'est pas vraiment, c'est pas des examens. J'ai eu une cœlioscopie, mais pour mon opération. Okay. C'était prévu que la cœlioscopie, ils peuvent tout faire d'un coup. Donc non seulement, oui, ça peut être un examen pour vérifier qu'il y en ait bien, mais ils interviennent en même temps. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi en fait cet examen que tu as passé? Alors en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc ils nous font, moi pour ma part, ils m'ont fait 5 trous au niveau du ventre, donc pour passer les caméras et leurs outils de travail. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà. Mais pourquoi 5 trous? 5 trous, alors pourquoi je ne sais pas. Non, ils m'ont pas expliqué, mais je pense que c'est justement pour pouvoir intervenir directement. Donc ils ont besoin de plusieurs trous pour pouvoir manipuler à l'intérieur du ventre, quoi. Ok. Voilà, donc du coup ils m'ont fait 5 incisions et ils sont allés regarder où j'en avais et du coup ils ont traité en même temps. Donc ils y ont enlevé, donc soit enlevé, soit brûlé, parce qu'il y a des endroits où on peut pas retirer, donc ils brûlent. Et pour ma part, ils m'ont coupé également aussi un ligament, le ligament qui tient justement toute la partie génitale. Ils ont dû le couper et bon, après, je sais pas comment ils ont... Oui, après c'est assez technique, mais voilà, c'est... D'accord. Mais par contre, tu t'avais dit que des fois, tu avais eu, je sais pas si c'est le mot exact, mais des rayons X. Et maintenant, apparemment, ils font plus trop ça. Je sais plus si c'était en première phase ou pas, tu avais eu des choses, non? Non. Pas de rayon. Non, j'ai pas eu de rayon, non. Pas de rayon X, non. Ok, ça marche. Bon, comme quoi, les petites incisions fines pour passer, donc là, ils regardent ça, on va pas dire que c'est un passage obligatoire, mais en gros, pour celles où c'est une certitude qu'elles en ont, ils sont obligés de passer un peu Alors non, ils sont pas obligés, parce que justement, le gros problème de cette maladie et du corps médical, c'est qu'ils le font pas systématiquement, en fait, cette opération, alors que ça aiderait beaucoup d'entre elles, hein. Mais du coup, ils ne le font pas systématiquement puisqu'ils n'ont pas encore assez de recul pour savoir si l'opération
est vraiment nécessaire, enfin si elle fait du bien ou non en fait. Et donc c'est pour ça que je suis aussi dans une étude qui s'appelle Andorra, où voilà, pendant 10 ans je vais être suivie, donc avant opération, pendant opération et 1 an après l'opération, etc., pour voir si ça a amélioré ma qualité de vie. Parce que justement l'opération, cette intervention que j'ai subie, on ne sait pas encore si véritablement ça va m'aider par la suite. Ok, oui, donc ils ont fait une opération, ils te suivent pour voir un peu si ça a changé quelque chose, si ça va dans un bon sens ou pas. Oui. Ok, oui, parce que là, ça montre encore une fois que cette maladie, on ne sait pas trop comment la travailler. On sait qu'elle existe. Enfin, maintenant, on sait qu'elle existe, mais on ne sait pas comment l'aborder et comment soigner ça, quoi. Et c'est là où justement on va sur la prochaine question qui est quels sont les traitements. Alors donc, les traitements, alors il n'y en a pas. Ouais. Il n'y a pas de traitement véritable puisque comme on l'a dit c'est hormonal. Donc déjà à partir de ce moment-là on ne peut pas avoir vraiment un traitement radical. Maintenant l'opération peut effectivement faire beaucoup de bien parce qu'ils en enlèvent quand même beaucoup. En tout cas pour ma part ils m'ont quasi tout enlevé. Donc ça n'exclut pas le fait que ça puisse revenir. Mais par contre, du coup, voilà, je suis sous traitement, on m'a ménopausée artificiellement depuis quelques années maintenant. Et du coup, ça diminue le risque, non seulement que ça revienne dans mon cas, et surtout que ça s'amplifie. Okay. Puisque vu qu'on me bloque les hormones, je suis pas censée, la maladie est beaucoup ralentie en tout cas. Après, en termes de traitement, surtout pour les antalgiques, je rebondis là-dessus, effectivement, j'ai eu beaucoup d'opium, de codéine, de cachets à base de morphine, des choses très lourdes. Ouais. Parce que quand on est en crise, effectivement, on voit pas d'autres possibilités de survivre à cette douleur, quoi. Ouais, on veut juste calmer la douleur, quoi. Exactement. D'accord. Et effectivement, le paracétamol est loin d'être suffisant. Clairement, c'est ça. Mais voilà, après, le traitement, en tout cas, après moi, mon opération, ça a été vraiment la ménopause artificielle pour que je puisse avoir moins de douleur qu'avant que j'ai ce traitement, quoi. D'accord. Parce qu'au début, tu as eu quel type de traitement? Parce qu'ils t'ont pas mis en ménopause artificielle tout de suite. Non, au début, c'était une simple pilule. Ok. Parce que la pilule peut également ralentir, il faut le savoir, puisque c'est des hormones qui jouent sur nous. Donc il faut savoir que la pilule normale peut diminuer. Moi, pour ma part, ça n'a pas été suffisant, donc c'est pour ça qu'après, ils m'ont passé en ménopause artificielle. Et même avec ça, j'avais encore beaucoup de douleurs, d'où le fait qu'ils m'aient opérée. Et après l'opération, j'ai donc continué un nouveau traitement, pareil, de ménopause artificielle, mais qui est un peu plus ciblé pour l'endométriose. Ok. Et là, ils sont passés très vite de la pilule à tout de suite la ménopause artificielle ou ça a mis un peu de temps quand même? Ça a mis le temps qu'on pose vraiment le diagnostic. Donc pendant 3 ans, je dirais, j'étais sous pilule normale et ensuite on m'a passé en ménopause artificielle. Et c'est après ton opération du coup la ménopause artificielle? Non, j'ai commencé avant l'opération puisqu'ils voulaient, comme je le disais tout à l'heure, ils n'interviennent pas comme ça. Et donc ils voulaient voir si avec un traitement pour me ménopauser, si ça pouvait éviter l'opération. Ok. Et qu'est-ce qui leur a fait le déclic de se dire là non, on est obligé de passer à l'examen chirurgical? Les douleurs qui étaient de plus en plus insupportables. D'accord. En fait, déjà de départ, tu avais des douleurs, elles se sont amplifiées avec le temps, et même en changeant de traitement, les douleurs ont continué à monter en fait. Oui, en fait, ça calmait, les nouveaux traitements calmaient les douleurs pendant 3-4 mois, et ensuite, une fois que mon corps s'était habitué, ça revenait beaucoup plus fort qu'avant, quoi. D'accord, donc en fait, ton corps s'est vraiment adapté à ingurgiter ces produits pour soulager, parce qu'en soi, ça n'enlève en rien la maladie, mais pour soulager et peut-être la ralentir dans sa progression. Mais c'est là où ça fait que non, il fallait passer. C'est-à-dire que c'était plus présent, quoi. C'était encore plus. Oui, la maladie c'est était bien surtout là. que vu que moi, elle s'est mise vraiment de partout, du coup, ça devenait dangereux même pour mes organes, puisque c'était sur mes organes, vital. Oui, bien sûr. Donc on peut pas laisser l'endométriose sur ces parties-là, c'est pas possible. D'accord. Et quand ils opèrent, est-ce que c'est comment ils font pour sans rentrer dans le technique pur, mais vu qu'ils ont dû enlever un petit peu de tout ça, est-ce que ça a quand même touché pas mal tes organes ou pas? Est-ce qu'ils ont pu enlever sans trop abîmer les organes? Comment? Alors moi, ils ont réussi à enlever quand même sans trop abîmer parce qu'il y a beaucoup d'endroits où ils ont brûlé. Donc du coup, ça cicatrise beaucoup plus vite que si on coupait. À part, comme je disais tout à l'heure, mon ligament où là, ils ont dû couper une partie parce qu'il était trop abîmé.
Par contre, au niveau de ma vessie, là, c'était plus problématique puisque la vessie est tellement sensible que dès qu'on la touche, c'est très compliqué par la suite. Donc, on savait pas si réellement elle allait pouvoir refonctionner normalement ou pas. Donc, j'ai dû avoir une poche pendant quelques jours. Mais voilà, ils m'ont quand même, enfin, ils ont fait vraiment du très bon travail et ils ont pas trop abîmé. Enfin, je dirais même qu'ils ont pas abîmé mes organes, clairement. Ouais, ça a été comme quoi, c'est des très très bons spécialistes, quoi. Et l'opération, elle a été faite en une fois, en plusieurs fois, En une fois. En une fois, d'accord. Donc, est-ce que c'est des opérations, j'imagine, assez lourdes et ils font tout en une fois comme ça, c'est fait, quoi. Oui, après ça a duré peut-être 3 heures, je dirais, d'opération, mais oui, en fait c'était assez long parce qu'on savait pas où j'en avais exactement, donc ça a été plus de l'exploration que voilà, c'était long au niveau de l'exploration. Et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu l'après, parce que forcément quand on fait des grosses opérations comme ça, on met du temps quand même à. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu as réappris un peu à vivre au quotidien, parce que ça... Alors, faut savoir déjà que l'opération est quand même douloureuse, puisqu'à la cœlioscopie, on nous remplit de gaz. Et donc, ces gaz-là, il faut savoir que ça décolle la peau du muscle. Donc, c'est très douloureux. Et l'opération elle-même était très douloureuse après aussi, puisqu'ils ont touché beaucoup d'organes dans mon cas. Donc, forcément, j'ai mis du temps à m'en remettre. J'ai dû bien mettre 4 mois pour ne plus avoir autant de douleur qu'après opération. Mais c'était très très compliqué, mais maintenant je dirais que ça m'a fait du bien, je vais mieux, j'ai beaucoup moins mal, j'arrive à repasser ma serpillière normalement, j'arrive à reconduire normalement, j'arrive à aller travailler normalement. Donc oui, c'est un passage qui est très difficile, qui est très douloureux, mais je pense nécessaire. D'accord, oui, toi tu as vu vraiment une amélioration en tout cas par rapport à ça. Donc comme quoi les opérations, c'est vrai qu'on n'aime pas ça, mais... Voilà, des fois il faut y passer pour après mieux vivre. Oui. Surtout ça. D'accord. Justement, il est souvent spécifié qu'il n'y a pas de traitement définitif à l'endométriose, mais ça tu l'as très très bien dit. Parce que c'est avant tout les hormones. Et puis il faut qu'ils évaluent avant d'interagir. Donc si je prends la généralité qui est mentionnée, ils disent que ça arrive que dans 1/3 des cas, ces personnes puissent trouver une hygiène de vie équilibrée. Donc en fait, elles utilisent, toi, c'est pas, en tout cas, tu n'avais pas pu avoir recours à ça, mais peut-être que tu nous diras après si tu vas essayer ces choses-là. Mais il y a des personnes qui, si elles sont en première type d'endométriose, par exemple, qui sont vraiment un premier stade, même si le mot stade n'existe plus, elles ont réappris à avoir un rééquilibrage alimentaire, ce qu'il faut savoir qu'il y a des aliments, d'après ce que j'ai lu, du moins sur mes recherches, il y avait des aliments apparemment qui influençaient plus ou moins sur la douleur. Mais je pense que ça doit être les choses qui rendent plus inflammatoire ou pas, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Après, il y a tout ce qui est relaxation. Pourquoi on parle de relaxation ? Parce que en ce moment, on est beaucoup dans tout ce qui est stress. Et le stress, c'est mauvais pour la santé. On le sait, qu'on soit ou pas avec l'endométriose. Donc, on utilise ce qu'on appelle des techniques de respiration, des techniques sur la gestion du stress, donc la relaxation, sophrologie, yoga, enfin voilà. Vous en avez divers et variés et là, il suffit de trouver ce qui vous fait du bien. On a tout ce qui est ostéopathie et kinésithérapie. Alors moi j'étais surprise, mais un ostéo, mine de rien, il vous manipule, il peut remettre en place des bassins ou des choses comme ça, et ça peut être des causes aussi de douleur qui accentuent. Donc ils ont aussi des techniques de manipulation pour vous aider à mieux vous remettre en place, parce que forcément la douleur crée aussi une posture différente. Donc c'est vraiment le premier stade, et parfois aussi la bouillotte bien chaude sur le ventre qui peut calmer, mais il faut savoir que ça suffira pas à stabiliser les symptômes et à les diminuer tout ça. Il faut bien savoir que c'est juste pour aider à mieux vivre. Et dans les deux tiers des cas restants, l'endométriose évolue et parfois dans des formules sévères invalidantes pour le quotidien. Donc c'est ce que tu évoquais. Est-ce que toi tu as déjà, est-ce que avec cette maladie, tu t'es dit tiens, je vais revoir un petit peu mon alimentation, je vais voir les aliments qui me font du bien. Est-ce que tu t'es déjà posé la question ? Est-ce que tu as allé voir aussi un ostéopathe ? Est-ce que tu as peut-être touché l'alternative de la médecine douce qui aurait pu t'aider au quotidien ? Est-ce que tu t'y es penché sur la question ? Alors un petit peu, oui. Après,
Oui, je me suis penchée l'ostéo, effectivement, j'y suis allée à plusieurs reprises, pas spécialement pour ça, mais effectivement, il peut m'aider à me décoincer un peu, puisque quand on a mal, on a tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes. Donc forcément, l'ostéo, c'est une bonne chose. La médecine douce également, j'ai déjà pris de l'homéopathie pour essayer de calmer les douleurs, puisqu'il y en a qui existent pour les règles douloureuses, donc j'ai essayé. Après, c'est pas suffisant, clairement, c'est pas suffisant, mais... C'est trop doux, ouais. Pour les personnes atteintes du stade 1, par contre, oui, je pense que ça peut leur faire beaucoup de bien. Et notamment aussi la bouillotte chaude, effectivement, même moi, voilà, j'ai eu recours à ça plusieurs fois, puisque c'est vrai que ça calme. Ça calme bien les douleurs, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Et c'est surtout, il faut se reposer. Quand on est atteinte d'endométriose, honnêtement, c'est très très important de se reposer. C'est là où les douleurs vont pouvoir se calmer. D'accord, faut pas trop surmener, il faut savoir se poser un peu, prendre du temps pour soi. Pour reposer le corps, tout Exactement, donc ça rejoint un peu la relaxation. Ok. Bah là, justement, j'aime bien, il y avait une phrase d'une naturopathe que j'avais trouvée, que j'aime bien, c'est qu'elle dit « On ne guérit pas de l'endométriose, on la met en sommeil, on vit avec, on la compose. Donc, c'est une jolie phrase parce que ça montre bien qu'en fait, l'endométriose, elle peut diminuer, mais elle disparaît pas vraiment, sauf où là, j'ai vu un cas qui dit qu'après, soi-disant, la ménopause, elle peut vraiment disparaître, mais il y a quand même un suivi, on dit, suite aux traitements hormonaux et de substitution qu'on a pu avoir, mais c'est assez rare d'avoir des récidives sur la ménopause. Toi, est-ce qu'on t'en a déjà parlé justement de Oui, ça? ma gynéco et le professeur m'en ont parlé. Effectivement, ils se sont rejoints à dire que quand on est ménopausé réellement, donc à un certain âge, effectivement, normalement, la maladie s'arrête. Donc après, peut-être que dans des cas exceptionnels ou si elle est déjà peut-être trop avancée, effectivement, on peut avoir des soucis après ménopause. Mais dans la plupart des cas, en tout cas, après la ménopause, on est tranquille. Oui, parce que il y a plus trop d'hormones en fait. Voilà, il y a plus d'hormones. Voilà. Après, bon, on a certes d'autres effets secondaires sur la ménopause. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ces effets secondaires? Alors moi, bon, c'est des effets secondaires liés au traitement. Bon, c'est de la fausse ménopause, mais enfin de l'artificielle. Mais oui, effectivement, beaucoup de bouffées de chaleur, de la fatigue et des sautes d'humeur également. Mais oui, il y a beaucoup d'effets secondaires liés au traitement. Mais après, c'est rien par rapport aux douleurs. D'accord, oui, effectivement, tu as... En fait, dans tous les cas, tu aurais des effets secondaires, mais tu préfères ne plus être plié en deux dans un lit et pouvoir aller travailler, pouvoir faire ta vie quotidienne. Mais à côté, oui, tu as d'autres effets du coup secondaires qui sont pas forcément plus agréables, mais qui permettent de mieux vivre. De mieux vivre, voilà, exactement. Donc, vous voyez comme quoi, hein, très cher monsieur et très chère mesdames, des fois les sautes d'humeur. Hein. Oui, voilà. Je sais qu'on est des femmes, mais voilà, la maladie, comme quoi, peut aussi poser souci par rapport à ça. Je vais te poser aussi une question parce que forcément... Bon, alors, il faut savoir juste un truc avant que je lui pose la question, c'est que, mesdames, ne vous mettez pas en ménopause, hein. C'est une solution trop radicale. Il faut savoir qu'on est, en fonction de votre âge, il faut quand même laisser le corps vieillir à l'âge qu'il faut pour avoir la ménopause. Mais bien sûr, il existe des ménopauses artificielles qui sont entre deux, qui permettent de pas couper tout, parce qu'on peut pas couper un corps de tout, alors que normalement il doit fonctionner d'une certaine façon. Voilà, ça pourrait faire vieillir certains organismes ou peut-être détériorer des organes à cause de ça. Voilà, donc il faut faire quand même attention. Et est-ce que la grossesse guérit l'endométriose? Alors, non. Non, parce que moi, par contre, j'ai eu beaucoup de chance vu qu'elle elle n'est pas restée donc au niveau de l'utérus, mon endométriose. Donc j'ai pu avoir 2 enfants. Mais l'endométriose s'est fortement aggravée après ma 2e grossesse. Donc comme quoi la grossesse ne guérit pas l'endométriose, c'est une idée reçue. Par contre, effectivement, elle peut la mettre en sommeil un moment, puisque les hormones ne sont pas les mêmes. Donc oui, effectivement, je pense qu'elle peut la mettre en sommeil. Mais elle ne guérira pas. D'accord, c'est ce qu'on appelle la période de rémission, quoi, en fait. Exactement. C'est parce qu'en fait, ça explique du fait de tes hormones, en fait. Quand tu es enceinte, il y a des choses qui sont stoppées, on n'a plus nos quoi. règles, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, vu que ça a stoppé, forcément, la maladie, elle a stagné. Exactement. Elle est restée pareille parce qu'elle n'a pas pu avancer du fait qu'il n'y avait pas les hormones pour la nourrir, si on peut dire ça. Oui, c'est ça, ouais. Donc, ok, comme quoi, vous voyez, même la grossesse... c'est pour ça qu'on parlait d'infertilité dans les symptômes, c'est parce que il y a une personne qui peut avoir l'endométriose, si elle a un stade avancé, qu'elle n'a jamais eu d'enfant, ça peut être à risque.
exactement. Voilà. Mais est-ce que ça empêcherait d'avoir un enfant? Ça, faudra voir avec le spécialiste qui vous suit. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra vous dire est-ce que ça risque pour le bébé, est-ce que ça risque pour vous, est-ce que voilà, comment ça peut avancer. Donc effectivement, pourquoi on parle de cette période de rémission pendant une grossesse, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le bouleversement hormonal. Donc en fait, on dit souvent qu'il n'est pas rare de constater une reprise des symptômes après le retour de couche, c'est ce que tu as évoqué juste après. Donc voilà, vous saurez tout en tout cas sur ménopause, grossesse, ça fait juste en pause. Et la ménopause, bah oui, ça arrête, mais voilà. Faut pas arrêter comme ça. Justement, je vais aborder les différents traitements qu'il existe. Donc toi, tu en as parlé de quelques-uns par rapport à ton vécu et ton avancée. Donc on a en premier traitement, on a ce qu'on appelle le traitement hormonal pour empêcher la survenue des règles. Donc c'est ce que tu avais dit toi avec la pilule que tu prenais en continu. Donc, ils disent qu'aujourd'hui, les spécialistes s'accordent pour dire que le traitement de base consiste à empêcher la survenue des règles. C'est la mise en aménorrhée. C'est le fameux mot mise en aménorrhée, qui est l'absence de règles, qui n'a rien à voir avec la ménopause artificielle. Ils insistent bien sur ça. Donc, vous allez me dire pourquoi supprimer les règles? Vous avez bien compris que ça joue avec les hormones. Voilà. Et bah, car les lésions d'endométriose disséminées sur les organes vont saigner en même temps que les règles et créer des micro-hémorragies dans le ventre. Ainsi, donner une pilule en continu ou poser un stérilet libérant des hormones permet à certaines femmes de ne pas souffrir et de vivre normalement. Toi, du coup, t'es restée vraiment sur la pilule en continu, t'as jamais eu le stérilet? Alors si, j'ai fait poser un stérilet, mais du coup c'était un stérilet sans hormones, mais c'était bien avant de savoir que j'avais de l'endométriose. Donc c'est d'où le fait qu'ils ont dû me l'enlever peu de temps après, puisque les douleurs étaient insupportables. D'accord, et je suppose que tu as eu des infections suite à ça. Oui, ouais, aussi. Donc voilà. Après, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de femmes qui, malheureusement, le stérilet, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà. On peut vite avoir des infections. Et enfin, on a 3 traitements. Hein, et on a le deuxième traitement qui est la cure de ménopause artificielle que tu as évoquée, qui consiste à faire des... Bon, tu me diras si c'est à peu près similaire à ce qui est énoncé, mais il parle d'injection d'analogue de la GN-RH plus ou moins longue. Il s'agit de réintroduire un peu d'œstrogène sous contrôle médical pour éviter une privation trop brutale de l'organisme. Ils disent bien sûr qu'il y a des effets secondaires à la ménopause, qui sont les douleurs osseuses, les bouffées de chaleur, la sécheresse de la peau, les troubles de l'humeur et puis bien d'autres. Est-ce que toi, du coup, tu es plus dans cette thématique? Alors oui, je suis plus sous cette thématique, mais c'est pas sous la même forme. Je n'ai pas d'injection. Hein. Moi, c'est tout par médicament, comme toi, une c'est par pilule, voie en fait. orale, Ouais, en voilà, fait. moi, c'est par voie orale. Ouais. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a du coup... Voilà, il parle d'injection, mais voilà, il peut y avoir la voie médicamenteuse. On n'a pas besoin d'avoir des piqûres pour avoir cette cure. Mais voilà, ça n'enlève en rien que le traitement reste le même, on arrive sur la même base. Et enfin, il y a le dernier traitement qui, là, parle du traitement chirurgical de l'endométriose. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce troisième traitement? Eh ben, c'est celui donc, que j'ai eu avec la célioscopie, du coup. Donc c'est l'intervention pour enlever l'endométriose. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, en théorie, ils m'ont tout enlevé. Ils m'ont enlevé toutes les cellules, tous les amas d'endométriose que j'avais. Mais comme je disais tout à l'heure, ça peut revenir, ça peut déjà être revenu, comme ça peut ne pas revenir, comme ça peut revenir dans un an, quoi. Ouais. Et puis là, du coup, par rapport à quels sont tes traitements? Là, du coup, pour l'instant, j'ai c'est comme une pilule, mais qui me ménopause, donc je n'ai plus mes règles du tout. Et c'est ce qui me permet de vivre mieux, puisque j'ai essayé plusieurs traitements qui m'ont pas du tout convenu. Donc en fait, j'avais un premier traitement qui s'appelle Minidril, donc c'était une pilule qui était en continu, donc celle-ci, je l'ai prise avant l'opération pour voir si ça fonctionnait. Elle a fonctionné un petit moment. Ensuite, du coup, j'ai été opérée puisque les douleurs revenaient très fortement. Ils ont essayé après mon opération une autre pilule qui s'appelle Cerazette. Donc c'est une pilule qui justement est microdosée et donc qui normalement enlève les règles également, mais que je n'ai pas du tout supportée. Qu'est-ce qu'elle causait en fait? Je saignais tout le temps. Ok, je saignais tout le temps et j'avais des douleurs horribles. Donc ça m'a pas du tout convenu. Et donc après ils m'ont passé sous Sawis G. Donc c'est un
c'est un tout nouveau traitement en fait. C'est récent, ouais. Ouais, c'est vraiment très très récent. Et donc elle est un peu plus spécifique sur l'endométriose. Ok. Donc elle me fait énormément de bien, j'ai beaucoup moins de douleurs depuis que je la prends. Après ça n'enlève pas toutes les douleurs, mais en tout cas elle a fortement diminué mes douleurs. Donc après, je sais pas si c'est de la chirurgie plus le traitement, mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup moins mal maintenant. Et tu la supportes mieux, quoi, en fait, par rapport aux autres. Je la supporte mieux, mais bon, après, j'ai, comme tout à l'heure je disais, les effets secondaires, mais qui sont minimes par rapport aux douleurs. Mais voilà, il y a quand même des effets secondaires. D'accord. Et en fait, dans tous les cas, au niveau de ton traitement, tu es obligé de prendre ces pilules en continu. Oui. Parce que si tu prends pas, qu'est-ce qui se passe, en fait? Ah bah, ça peut revenir. Bah, non seulement j'aurai les douleurs, et en plus de ça, l'endométriose peut revenir à vitesse grand V. Donc, aussi vite que avant ton opération, oui, quoi. Voilà. D'accord. Donc là, ça va vraiment réduire. Est-ce que ça stoppe? Non, ça stoppe pas. Ça réduit les possibilités que ça revienne. D'accord. Donc là, ce qu'ils t'ont enlevé, oui. Est-ce que en prenant cette pilule en continu, est-ce que du coup, elles reviennent, je pense, mais est-ce qu'elles reviennent plus doucement, quoi? Explique-nous un peu en fait comment ça se passe. Voilà. En fait, je peux pas vous expliquer vraiment, puisque de toute façon, ils en savent pas assez pour pouvoir vraiment nous expliquer eux-mêmes. Mais de ce que j'ai compris, alors, il y a peu de chances que ça revienne tant que je suis sous ménopause, puisque l'endométriose provient des règles à la base. Donc, tant que je les ai pas, en théorie, elle ne reviendra pas. Mais il faut savoir qu'on peut pas me laisser sous ce traitement indéfiniment. Donc, il y a forcément un jour où je vais devoir reprendre une pilule normale et pas en continu. Donc, j'aurai de nouveau mes règles, et c'est à ce moment-là où il faudra faire attention que ça ne revienne pas. Puisque l'organisme, il peut pas absorber ce genre de traitement toute une vie. C'est pas possible. Ils ont dit à peu près combien de temps, ce genre Là, de traitement? pour l'instant, j'ai ce traitement, en tout cas pour une année. Okay. Donc après l'opération. Donc une année à compter de l'opération. Donc là, il me reste quelques mois, et ensuite, je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu les informations. Je vais devoir revoir ma gynéco pour qu'on puisse en reparler. D'accord. Mais pour l'instant, je ne sais pas. D'accord. Parce que toutes les autres pilules que tu as prises, tu les as prises à chaque fois pour un an, ou c'est vraiment un an tout ça là? Non, c'était... Voilà, les autres pilules, c'était... j'avais pas de délai. C'était vraiment par rapport à mon corps, comment il réagissait par rapport à la pilule. Là, ce traitement, il est tellement fort que je pense que je peux pas le prendre plus d'un an. Ok, il est spécifique. C'est ce que j'ai compris. D'accord. Ok, il est plus dosé en fait. Oui. C'est un peu plus dosé, ça marche. Et de toute façon, j'allais dire, une pilule comme tu prends là, une femme qui n'aurait pas d'endométriose n'aurait pas à prendre ce genre non, c'est vraiment. Voilà, c'est pour ça qu'on précise bien que c'est une pilule bien spécifique pour ça, et qui récemment, du moins, que tu as testé récemment, qui pour l'instant fonctionne. Mais voilà, vu que c'est une phase test comme tout, parce que vu qu'on ne sait pas, il n'y a pas de traitement. On va pas dire que ces femmes sujettes à cette maladie sont un peu des cobayes, mais bon, dans l'idée... un petit peu. Voilà, c'est un peu ça dans l'idée, mais elles ont tellement envie qu'on soulage leur douleur, et elles veulent tellement revivre normalement que voilà, elles prennent ce qu'on leur donne, et si ça marche, tant mieux. Voilà, c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, la maladie fait que... Comme toute maladie, j'ai envie de dire, on a tous envie d'enlever la douleur. Oui. Donc on trouve tout le moyen qu'on peut, parce qu'une douleur, on se dit bon, c'est dans la tête, mais non, les douleurs, elles sont réelles et elles sont invivables. Est-ce que tu avais parlé déjà en amont de plusieurs moyens pour soulager cette maladie? Toi, est-ce que tu utilises est-ce que tu as des petites techniques ou des petites choses que tu fais au quotidien pour te soulager? Alors déjà au quotidien, je m'oblige à me reposer au minimum une demi-heure par jour, parce que c'est là où ça va se décontracter. Et c'est grâce à ça, je pense, que j'ai moins de douleur également, parce qu'il faut apprendre à se décontracter. Et par contre, pour les femmes qui sont en crise, ce que je peux leur conseiller, c'est de se mettre en position fœtale. C'est ce qui est... pour ma part, c'est ce qui soulageait le mieux. C'est pas un stéréotype. Alors la position fœtale, on dit souvent, c'est la position réconfortante et la position qui aide au niveau des douleurs. Et moi, très honnêtement, j'avais que cette position pour être bien. D'accord, ok. C'est celle qui me soulageait le plus en tout cas. Comme quoi, ce n'est pas un mythe, la position fœtale. C'est la position du bébé, et finalement, c'est peut-être notre position à nous, même en étant adulte. Donc elle est pas, comme quoi elle permet de soulager les douleurs. Aussi quand on est dans un sentiment d'inconfort, encore ça. Voilà. Ouais. Donc ok. Et tu utilises aussi d'autres... est-ce que tu fais d'autres choses? Reposer, ça, on a bien vu que c'était quelque chose d'important et d'essentiel. Est-ce que toi, la bouillotte, par exemple, la bouillotte chaude, tu le fais souvent? Alors, bouillotte chaude, je le fais souvent, mais aussi des douches chaudes. D'accord. Quand j'ai mal, ça m'arrive d'aller sous la douche chaude, ça me décontracte et ça me fait du bien. Donc après, il y a des femmes qui vont être... ce qui va la soulager, c'est pas la chaleur, ça va être le froid.
Parce qu'il faut savoir que vu que c'est une inflammation, donc en théorie, les inflammations se calment avec le froid. Mais moi, en tout cas, dans mon cas, c'était avec le chaud que ça se calmait. Donc après, à essayer. À essayer de voir si ce qui convient le mieux, c'est le froid ou le chaud. Mais en tout cas, pour ma part, c'était le chaud. Effectivement, ouais, c'est soit l'un soit l'autre en fonction des personnes. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes ressentis. Toi, c'était pour décontracter tout parce que musculairement, forcément, t'as tout, comme on dit, tu t'es tout contracté pour tout parce que les douleurs font que voilà, notre corps, il n'est pas détendu. Donc, le chaud délasse. Exactement. Et le froid, on va dire, enlève la brûlure. Voilà, c'est ça. Si on peut dire, c'est un peu ça dans l'idée. Est-ce que ce sujet-là qu'on évoque aujourd'hui, cette thématique, est-ce que tu penses que c'est des discussions un peu taboues? Est-ce que tu as déjà abordé ça avec ta famille, tes amis, tes collègues? Alors moi, j'ai abordé pas avec tout le monde, mais oui, avec mes collègues obligatoirement, puisque j'ai eu des moments d'absence et qu'il y a un moment donné où ils nous posent des questions. Je rentre pas forcément dans le détail, mais je pense que c'est un sujet tabou pour beaucoup de personnes. Moi, je suis quelqu'un qui ça me pose pas de problème d'en parler. Maintenant, je pense qu'il y a des personnes, vu que ça touche beaucoup l'intimité, elles n'osent pas forcément en parler avec leurs proches ou avec leurs amis. Et je trouve ça dommage parce que c'est quelque chose d'important d'en parler. Je pense que c'est important. Ouais, c'est plus par pudeur, quoi, en fait. Oui, je pense que c'est par pudeur. Après, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais d'en parler, c'est important. D'accord. Et est-ce que tu as remarqué justement des changements dans le rapport humain depuis que tu en as parlé justement? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont dit « Ah non, c'est une maladie imaginaire, ça n'existe pas ». Est-ce que tu as eu des gens aussi comme ça? Ah bah clairement oui, rien que déjà des gynécologues. Oui. Voilà. Bah, oui. Des médecins. Après, dans mon entourage, non, puisqu'ils ont bien vu comment j'étais, comment je réagissais. Quand une personne a mal, ça se voit. Quand elle a réellement mal, ça se voit sur leur visage. Donc non, ils m'ont pas dit que c'était imaginaire, mais par contre, il y a des personnes qui ont du mal à justement imaginer ce que ça peut être. La douleur qu'on peut ressentir, ils ont du mal à l'imaginer. En fait, ils sont dans la compréhension. Ils sont dans la compréhension, puisque c'est une maladie qui ne se voit pas. Ils sont dans l'empathie, mais ils n'arrivent pas à vraiment être complètement pour s'imaginer à quel point ça peut être... Oui, puisque ça ne se voit pas. C'est ça, exactement. C'est tout en interne. C'est pas un handicap que l'on voit au premier regard, c'est pas physique, donc forcément les personnes ne peuvent pas imaginer ce qu'on vit. Oui, c'est sûr. Non, mais moi j'avais déjà conscience que ça pouvait être un peu tabou et c'est pas des sujets qu'on connaît très bien. Par exemple, moi, avant de rencontrer mon invité, je ne connaissais pas du tout cette maladie. Moi, en toute transparence, je ne connaissais pas. Et depuis, j'en ai parlé aussi à des gens autour de moi de cette maladie. Et je me rends compte qu'il y a énormément de personnes en fait qui connaissent pas cette maladie. Elle est vraiment, déjà, elle est pas connue, elle est pas très bien. Enfin, ils trouvent pas de traitement. Et en plus de ça, il y a des personnes qui elles le vivent et sont dans l'incompréhension de tout parce qu'elles se disent pourtant j'ai mal donc c'est pas imaginaire. En même temps, je sais pas comment me soigner. En même temps, je sais pas vers qui aller. Je sais pas, voilà. Et c'est pas facile parce qu'il y a peut-être des femmes qui peut-être là nous écoutent, vont se sentir seules. Et en fait, il faut se dire que vous n'êtes pas seule dans ce cas-là. Hein. J'ai bien précisé qu'il y a une femme sur 10. Donc là, ce que mon invité témoigne, il y a d'autres personnes qui vivent ça. Justement, je vais te demander, est-ce que tu connais des gens qui vivent la même maladie que toi? Oui. Est-ce qu'elle est présentée de la même forme que toi? Est-ce que tu peux juste nous en parler un petit peu plus? Alors déjà, dans ma famille, il y a eu un cas d'endométriose, mais très sévère, puisqu'à l'époque, en fait, c'était donc il y a une vingtaine d'années. Donc ça ne se connaissait encore moins que maintenant. Mais du coup, ça a été pris tellement tard que cette personne a failli décéder et du coup, on a dû enlever 2 mètres d'intestin. Toute la matrice pour reproductrice, pardon. Donc elle a subi une très très lourde intervention. Elle s'en est sortie vraiment de justesse. Donc cette personne a pu avoir heureusement quand même un enfant, mais pas plus. Donc du coup, voilà. Et j'ai une autre personne également que je connais bien qui, elle, par contre, a subi 4 opérations en l'espace de 10 ans environ, mais qui n'a jamais pu avoir d'enfant à cause de cette maladie. Elle était beaucoup trop importante au niveau de l'utérus et du coup, les embryons ne s'accrochaient pas, en fait, tout simplement. Donc elle n'a jamais pu avoir d'enfant. J'ai aussi ma cousine qui en a également, et qui est jeune aussi comme moi, mais qui en a et qui a été opérée. Et pareil que moi, elle est sous des traitements hormonaux pour l'instant, et touchons du bois, ça va mieux. D'accord. Mais elle a été également opérée. Mais le problème, c'est que, comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent, que personne ne les croit, et qui ne se font pas opérer.
et qui pourtant, je pense que ça pourrait leur faire du bien, notamment pour avoir des enfants par la suite. Ok. Et elles, ça a été diagnostiqué comment comment on a su qu'elles avaient ça? Alors pour celle qui s'est fait donc tout enlever, elle, ça n'a pas été diagnostiqué en amont, c'est quand ils ont ouvert que du coup, parce qu'elle était en train de mourir, donc quand ils l'ont opérée, c'était déjà presque trop tard, donc c'est là où ils y ont vu. Mais ça n'a pas été diagnostiqué en amont, ils ne la croyaient pas non plus. Pour ma cousine, là, ça a été diagnostiqué, mais pareil, elle a fait plusieurs gynécos pour qu'elle puisse tomber sur enfin un qui la croie et qui lui fasse passer les examens. Donc elle, ils l'ont vu grâce à un IRM. Et pour l'autre personne, c'était des IRM également et échographie comme j'ai eu. D'accord. Et est-ce que tu pourrais expliquer un peu aux gens à quoi ça ressemble l'endométriose? Alors, il y a plusieurs formes. Donc moi, j'y ai vu après l'opération puisqu'on m'a montré les photos de ce que j'avais. Alors j'en avais, donc vers la vessie, ça faisait comme des filaments. Comme des filaments de peau, en fait, qui reliaient ma vessie à mon vagin. Et par contre, sur les autres endroits, notamment sur les ovaires, sur mon ligament, ça faisait comme des espèces de boules rouges qui étaient accrochées en fait à l'organe. Et c'est ce qui crée les douleurs, puisque c'est ces boules-là en fait qui, avec les frottements, quand on marche, quand on fait des choses, des activités, ça chauffe et du coup ça s'enflamme et c'est là où ça fait mal. D'accord. Mais ça ressemble, oui, je dirais, à un amas de cellules, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Ça fait comme une toile d'araignée, quoi. Oui, un peu, oui. Ça s'accroche à plein d'organes et ça fait c'est une toile assez solide qui, exactement. Hop, quand ça bouge d'autres organes, quoi. Voilà. D'accord. Effectivement. Et c'était assez fin ou pas, ces tissus, ou c'était quelque chose d'assez épais? Alors, vers ma vessie, c'était assez épais. D'accord. C'était assez épais. Par contre, moi, après, les toiles vraiment d'araignée, je les ai pas vraiment vues puisque c'était plus au niveau au-dessus du vagin, donc j'y ai pas vraiment vu par les photos qu'ils m'ont montrées. Mais moi, c'était vraiment les boules, en fait, ça faisait comme des kystes un peu, je dirais. D'accord. Mais oui, filamandreux, en fait, c'était plein de filaments, c'était un petit peu. D'accord. Ouais, donc l'endométriose, c'est plein de fils, quoi. Oui, mais je pense que ça dépend où ça se met, du coup. Il y a plusieurs formes, en fait, vraiment, elle prend plusieurs formes différentes. Et d'où le fait que ça soit très compliqué de. Ah oui, effectivement. Donc non seulement elle a plusieurs formes, et en plus elle a plusieurs réactions, et elle peut se mettre partout. Disons que je pense que si elle trouve 2 endroits où s'accrocher, elle va faire des filaments, mais quand elle se met sur un organe, elle peut pas faire vraiment des filaments. Donc c'est des amas de filaments, je dirais. Ça fait comme des boules de filaments. C'est des parasites qui se collent, en fait. Ouais, un peu, ouais. D'accord. Ah oui, comme quoi... Ouais, non, mais c'était bien de le dire, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, on pense que ça peut être des petites cellules qui se baladent, mais en fait là c'est vraiment un côté... c'est filamandreux, et en fait, pareil sur mon ligament, d'où le fait qu'ils ont dû le couper, parce qu'il faut savoir que ça l'a intégré. C'est-à-dire que l'endométriose a intégré mon ligament, ça s'est infiltré dedans. En fait, ça faisait plus qu'un, quoi. Exactement. Ok, donc effectivement, pour enlever ce qui est intégré avec un autre... Et c'est d'où le fait que c'est important quand même d'intervenir assez rapidement, parce que si ça s'intègre à des organes vitaux, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de les enlever. Oui, parce qu'après, c'est l'organe qui est bien touché, quoi. D'accord, ok. Effectivement, ouais, c'est pas simple, hein. Et justement, j'ai envie de te dire, parce que là, il y a beaucoup de... Enfin, j'espère qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont écouter et qui ne seront plus dans l'ignorance de l'endométriose, et même qui en parleront autour d'elles, parce que c'est important que vous en parlez. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces femmes qui combattent cette maladie tous les jours, qui des fois n'ont plus assez le moral et plus assez la force de se battre? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Parce que tu as quand même traversé, toi, quand même beaucoup d'épreuves sur ça. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour leur dire de continuer, quoi, de pas lâcher, quoi? J'ai envie de leur dire qu'elles pensent à elles. Parce qu'effectivement, quand on a ce genre de maladie, les personnes autour ne peuvent peut-être pas forcément comprendre qu'on ait besoin de se reposer, qu'on ne peut pas faire forcément les mêmes choses que les autres. Et donc j'ai envie de leur dire qu'elles pensent à elles et rien qu'à elles. Parce que c'est une maladie qui est là, qui est dure à vivre. Et les personnes autour, c'est soit elles le comprennent, ou soit elles ne le comprennent pas, mais peu importe. C'est leur vie. Il faut qu'elles puissent se prendre soin d'elles. Et de trouver des moments de relaxation pour essayer d'aller mieux. De faire en fonction d'elles, de leur corps, de ce qu'elles ont besoin. Et aussi du courage, parce que il faut beaucoup de courage pour pouvoir combattre ça. C'est pas facile. Les douleurs, ça énerve, ça épuise.
Donc oui, du courage. Et surtout qu'elles en parlent et puis qu'elles voient aussi peut-être d'autres personnes en termes de médical pour voir si on peut les aider. Parce qu'il y a des personnes qui se contentent d'aller voir qu'un gynéco et en fait peut-être il y a des solutions pour ces femmes-là. Notamment la chirurgie ou des traitements hormonaux peut-être plus puissants. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'elle fasse quelque chose, qu'elle ne reste pas comme ça. Ouais, parce que c'est, comme tu disais, c'est quand même une maladie qui est mortelle, quoi. Donc, oui, si on ne soigne pas, ça peut aller plus loin et puis c'est démoralisant quand on voit pas le bout du tunnel. C'est quelque chose qu'on aura jusqu'à notre ménopause, en tout cas, donc c'est long. Oui, bien sûr. En fonction de l'âge où on l'attrape. Exactement. Surtout que là, en plus, il peut y avoir des adolescentes qui sont touchées, vu que ça peut commencer à partir du moment où on a ses règles. Donc, effectivement. Et moi, j'ai 30 ans, ça fait déjà 10 ans que j'en souffre au minimum, donc voilà, je sais que j'ai encore 30 ans à tenir, mais je tiendrai, mais voilà, j'ai été opérée, et s'il faut que je le refasse, je le referai, pour essayer de gagner des années de ma vie où je peux vivre normalement. Ouais, c'est pas simple. Et puis, c'est plutôt... Enfin, c'est gynécologique. Enfin, gynécologique, héréditaire, pardon. On sait pas. Ouais, ils savent pas non plus. Donc, vous voyez, comme quoi, on ne sait pas, mais effectivement, moi, je la rejoins, il faut en parler. Allez voir des spécialistes, ne restez pas comme ça. Et oui, beaucoup de courage, comme elle dit, beaucoup de courage, parce qu'elle a traversé, mon invité, beaucoup d'opérations, beaucoup d'incompréhension. Elle a été face à des murs, des gens qui ne la croyaient pas, et elle a continué à se battre. Parce que voilà, elle tient à sa vie, et puis elle tient à tout ce qui l'entoure, et elle veut aller mieux, en fait. Donc c'est super important par rapport à ça. Je vais, pour un peu clôturer cet épisode, je vais quand même vous transmettre un petit bonus, parce que voilà, moi, je suis pas quelqu'un du tout de fermé d'esprit. Au contraire, je m'intéresse à différents sujets, et notamment l'endométriose qui, moi, pour ma part, je ne suis pas touchée par ça, mais j'ai beaucoup d'empathie et de compréhension par rapport à ces femmes qui le vivent. Et que ça m'a semblé important d'en parler et de le faire entendre. Parce que voilà, vous comme moi, on peut l'avoir à tout moment, on ne sait pas, ça touche n'importe qui, n'importe quand. Donc voilà, et c'est très difficile à en vivre. Et là, en fait, je me suis dit, cette maladie, on ne peut pas la prendre en photo. Je me suis encore pris une claque dans la figure, dans le bon sens du terme. C'est parce qu'en fait, je suis tombée sur un article qui date certes de 2017, qui parlait d'une photographe britannique. Et en fait, cette photographe britannique, elle a choisi d'en parler justement de l'endométriose, et elle a exposé des clichés de son ventre dans une galerie londonienne. Elle a voulu dénoncer en fait le mal dont souffrent ces femmes. Elle a baptisé cette photo 2014-2017. Et en fait, sur cette photo, on y voit les cicatrices causées par les 5 opérations subies en seulement 3 ans. Donc les cicatrices, les opérations, c'est les fameuses incisions qu'on fait pour regarder à l'intérieur, ce qu'on a évoqué tout le long de l'épisode. Elle a relayé cette photo sur son compte Instagram, donc si vous voulez suivre son compte, c'est je fais pas de pub pour elle, mais c'est Georgie Willman, donc ça s'écrit GEORGIEWILEMAN. Donc la photo, elle est accompagnée d'un message d'espoir. Donc là, j'ai retranscrit vraiment ce qui avait été dit sur l'article. Je suis pas allée traduire. Elle dit « Avec cette série, je souhaite montrer la réalité que vivent tant de femmes atteintes d'endométriose dans l'espoir de susciter une prise de conscience qui est nécessaire. Nous devons être entendus, nous devons être vus. » Elle tient également un blog qui est pareil, www.georgiewillman.com, où elle raconte son expérience face à cette maladie invisible dont elle souffre depuis l'âge de 13 ans. Elle y raconte ses séjours à l'hôpital, les douleurs intenses qu'elle compare à de très fortes crampes et son impuissance face à l'ignorance de certains professionnels de santé. À travers ce projet, elle souhaite rendre cette maladie visible, montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est un petit peu pour clôturer cet épisode parce que, vous voyez, je ne pensais pas qu'il y aurait une photographe dans ce monde. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, j'ai vu le travail de cette Britannique qui met en avant vraiment cette maladie et qui veut aussi montrer et défendre ces femmes qui sont incomprises et qu'on ne croit pas et qui se battent pourtant tous les jours avec. Donc voilà, si jamais, je tiens vraiment à dire qu'il ne faut pas hésiter à en parler, à voir des spécialistes, à ne pas rester toute seule.
de se rapprocher éventuellement d'associations qui existent et puis peut-être autour de votre entourage, qui sait, il y a peut-être quelqu'un qui vit la même chose que vous mais qui par pudeur n'en parle pas, donc ne soyez pas trop timide par rapport à ce sujet. Il faut savoir à qui en parler, bien sûr, on n'en parle pas à n'importe qui, mais c'est important. En tout cas, je remercie beaucoup mon invitée parce que il faut savoir que c'est pas facile. Enfin, pour elle, elle n'a pas de souci à en parler, mais je sais que c'est pas un sujet non plus qu'on aborde tous les jours. Donc, je la remercie encore pour le courage qu'elle a d'en parler parce que c'est pas évident de parler de quelque chose avec lequel on vit au quotidien. Donc, merci pour tout ça. Avec plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas surtout à partager cet épisode parce que si vous n'êtes pas concerné par cette maladie, peut-être quelqu'un d'autre sera content d'entendre ça. Donc voilà, restez jamais seul et partagez en masse. Le but de cet épisode, c'est vraiment de partager la connaissance. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.